On reçoit maintenant le sociologue et historien Gérard Bouchard, professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il a également coprésidé la très fameuse commission dite Bouchard-Taylor, consacrée aux pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles. C'est son titre officiel. C'était il y a déjà 7 ans. Il s'intéresse évidemment de près aux questions d'identité. On en discute avec lui. Monsieur Bouchard, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, on parle d'identité. Quelle définition on pourrait donner de l'identité, vous qui vous êtes beaucoup intéressé à cette notion? L'identité, c'est le fait que des individus considèrent qu'ils font partie d'un même ensemble. Ça peut s'appeler une famille, ça peut s'appeler une cité, une région, une nation, un continent. Nous sommes des Occidentaux. Voilà, c'est ça une identité. Nous nous sentons proches d'un certain nombre d'individus. Nous sentons que nous appartenons à une même vie collective. Et ça établit un rapport social, un sentiment d'appartenance, un rapport social et une solidarité. Voilà. Ça veut dire qu'on peut avoir des identités multiples aussi? Oui, on peut avoir des identités multiples, en ce sens que moi, par exemple, je suis un Saguenayen de naissance. Donc voilà, un premier étage identitaire. Je suis aussi un Québécois, je suis un Canadien, un Nord-Américain, je suis un professeur, je suis un père de famille, je suis un sociologue. Enfin, tout ça, ça compose mon identité, mais avec tous les étages, toutes les facettes. Mais ayant dit ça, il y a quand même une hiérarchie dans ces étages-là. Moi, par exemple, le fait d'être québécois, c'est plus fondamental pour moi que d'être nord-américain. Père de famille, c'est plus fondamental que d'être québécois. Alors, il y a une hiérarchie. Tous les paliers ne sont pas au même niveau. Ouais. Est-ce que cette hiérarchie, elle ne dépend pas aussi des individus qui accorderont de l'importance à un domaine plutôt qu'à un autre? C'est l'individu qui établit lui-même ses hiérarchies, qui fait ses choix. Et comment rejoindre à ce moment-là l'autre à travers son identité, sachant qu'il accorde une importance plus ou moins relative à certaines catégories, comme le fait d'être francophone, le fait d'être père de famille? Comment est-ce que justement on arrive à créer l'identité commune au-delà de toutes ces identités multiples? En général, à l'intérieur d'une même identité collective, les hiérarchies ne varient pas tant que ça. Et puis quand il y a des différences, ça n'a pas de conséquences très importantes. Que vous vous considériez annonceur de radio avant de vous considérer comme habitant de Saint-Boniface, supposez-vous rester ici. Je veux dire, un ou l'autre, ça n'a pas beaucoup d'impact. C'est dans les étages les plus profonds que là, ça peut devenir plus compliqué. C'est plus intime. Ouais, c'est ça. Notamment, on pense aux questions religieuses. Bah oui, quelqu'un, par exemple, peut placer la religion au premier rang. Moi, je n'en ai même pas parlé, là, quand je vous donnais des exemples, parce que moi, je suis agnostique, donc je ne suis pas dans l'univers religieux, donc pour moi, c'est une dimension qui n'existe pas. Mais pour d'autres, non seulement ça peut exister, mais ça peut être la dimension la plus importante. Ouais. Alors là, ça peut arriver, là, qu'il y a des conflits. Et on a l'impression justement que nos États se trouvent parfois un petit peu démunis face à ces revendications de nature religieuse. D'abord parce que c'est nouveau. L'Occident a une tradition chrétienne, catholique, protestante, etc. Les immigrations qui ont pris forme depuis la Deuxième Guerre mondiale amènent en Occident des religions auxquelles on n'était pas habitué. La religion sikh, la religion musulmane, etc. Il y a des éléments qui nous semblent des éléments de radicalisme chez les orthodoxes, parce que c'était disparu en grande partie parmi la chrétienté occidentale. L'orthodoxie, le radicalisme est disparu depuis, on peut dire, 2 ou 3 siècles, avec les Lumières, par exemple. La règle, c'est plutôt la tolérance, etc. On peut pratiquer comme on veut, mais il faut respecter les croyances de l'autre. Bon, alors, ça enlève pas mal de chances à l'éclosion d'un radicalisme religieux. Mais toutes les religions n'en sont pas là, toutes les pratiques ne sont pas pareilles. Et quand on voit maintenant apparaître dans nos sociétés des formes de radicalisme religieux, on est un petit peu déboussolé, on est déconcerté, surtout au Québec où depuis la Révolution tranquille, on avait quand même enlevé pas mal de place à la religion.
Ouais. Il y a même une réaction un peu agressive à l'endroit de la religion. Et il y a un héritage de ça qui survit maintenant. Donc, il n'y a pas de sympathie a priori envers des formes orthodoxes de pratiques religieuses au Québec. Oui, ça c'est le sentiment populaire, mais en même temps, on a l'impression qu'au niveau de l'État, il y a une grande acceptation. On l'a vu encore cette semaine avec le niqab, qui finalement est accepté pour une cérémonie de citoyenneté. Donc, on a l'impression que les institutions réagissent très différemment de la population. Ouais, mais moi, je dirais pas que c'est seulement au niveau populaire, c'est au niveau des élites aussi, c'est parmi les intellectuels. Regardez comment tout le Québec était divisé à propos du projet de charte des valeurs du Parti québécois. Les intellectuels eux-mêmes étaient extrêmement divisés, les élites aussi, la classe politique également. Regardez la proposition du Parti québécois et celle que le Parti libéral est en train de préparer maintenant. Donc, ça divise les sociétés de haut en bas, profondément. Ça affecte, en fait, ça traverse les clivages familiers des classes sociales, rurales, urbains, etc. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est déconcertant et ça prend du temps à y voir plus clair là-dedans, puis à établir des consensus. Et après ça, il y a des malentendus, il y a des stéréotypes. Il faut d'abord éliminer tout ça, ça prend du temps. On n'a pas fini de travailler là-dedans, là. On n'a pas fini. Puis là, les choses se compliquent maintenant avec la nouvelle vague de réfugiés en provenance de l'Asie, de l'Afrique et surtout de la Syrie, qui ne change pas la nature du problème, mais qui change l'intensité des enjeux, parce que là, on parle d'un nombre d'immigrants beaucoup plus élevé que ce qu'on avait prévu, et donc ça va accentuer les enjeux. En fait, il y a peut-être une période difficile qui attend les sociétés occidentales. Je veux dire, moi je crois qu'au Québec, comme au Canada anglais, on a fait un bon bout de chemin depuis quelques décennies, puis moi je dirais que les choses vont plutôt bien, malgré les accrochages, les résistances, etc. Mais si la vague d'immigrants augmente considérablement, ça peut remettre en question les avances que nous avions faites. Là, les sociétés vont devoir faire preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse. Je ne sais pas si elles seront toutes capables de faire preuve de ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Gérard Bouchard? Est-ce que, comme le revendiquent par exemple certains États européens, il faut davantage sélectionner les immigrants? On sait que par exemple la Slovaquie dit nous on accepte des réfugiés mais à condition qu'ils soient chrétiens. Oui. Est-ce que ça c'est une idée par exemple qui vous semble acceptable entre guillemets? En général c'est pas correct parce que si on est gouverné en fonction des droits de l'homme, c'est sacré, les droits de l'homme, la Convention des droits de l'homme de l'ONU, etc. Tous les États pratiquement l'ont signé, l'ont incorporé dans leur charte ou dans leur loi, et puis c'est supposé être la règle principale qui régit la vie collective et nos rapports au sein des États-nations. Mais alors, la religion, c'est considéré comme un droit fondamental, la liberté de religion. C'est dans nos chartes. On a mis ça dans nos chartes, à nous. Est-ce qu'on va le retirer parce qu'il y en a qui arrivent avec une religion qu'on n'aime pas? Ça serait vraiment une forme d'hypocrisie de faire ça. Et puis si on commence ça, jusqu'où on va s'arrêter? À un moment, on peut se mettre à ne pas aimer les catholiques non plus. Ou certaines sectes protestantes, ou même le religieux lui-même. Et il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui voudraient supprimer le religieux, qui voudraient interdire les religions, très sérieusement. Alors, là, il faudrait s'entendre. Là, si la religion, ça fait partie des libertés fondamentales, il ne faut pas commencer à choisir les immigrants sur la base de la religion qu'ils pratiquent. On va faire la même chose alors avec les citoyens qui sont déjà là. Pourquoi pas? Il n'y a qu'un pas à faire, il serait facile à faire. Non? Alors là, on entre dans un arbitraire qui donne un peu le vertige. Là. Comment est-ce qu'on arrive à ce moment-là à concilier ces revendications individuelles et en même temps, comme vous le dites, garantir cette espèce de socle commun, cette identité commune? Justement, ça fait partie des enjeux dont je parle. Toute société, pour fonctionner, pour opérer, c'est-à-dire pour se donner des projets, pour fabriquer des consensus, donner des lois, des règles à suivre, des directions à suivre, des politiques, etc., a besoin de se reposer sur, moi j'appelle ça un fondement symbolique, là, c'est-à-dire un accord sur un certain nombre de choses fondamentales, des valeurs en général. Bon, on veut que les gens soient libres, on veut que les richesses soient partagées pas trop inégalement, on veut que la liberté de parole soit protégée, avec des limites, bien sûr, il ne faut pas que ça aille jusqu'à
promotion de la haine et de la violence, etc. Mais et puis il y a une langue, on est capable de s'entendre, de se comprendre en parlant une langue commune. On a des codes culturels aussi qui font qu'on n'a pas besoin de s'expliquer chacun des mots qu'on prononce. Il y a des choses qu'on partage, qu'on connaît, des éléments de mémoire, des symboles qui nous sont familiers. De temps à autre, on peut faire une blague en référant au Canadien de Montréal. Bon, ben alors, si quelqu'un ne connaît pas le Canadien de Montréal, c'est pas grave. On va pas l'expulser pour ça. Mais je veux dire, ça fait partie des codes culturels qui finissent par fabriquer ce qui fait que la communication se fait plus facilement. Ouais. Bon, ça, c'est un fondement symbolique. Il y a des éléments qui sont superficiels. La référence au Canadien de Montréal, c'est pas ça qui est le plus principal. Pour certains, en tout cas. Pour certains, vous voyez quand il faut faire attention. Pas chanceux, je suis tombé sur... Et puis après ça, dans ce fondement symbolique, il y a des choses plus fondamentales qui sont les valeurs que nous désirons partager. Bon. Une fois que nous nous sommes entendus là-dessus, puis ça se fait graduellement, là. C'est pas un individu qui décide de programmer ça. C'est pas un parti politique qui décide de programmer ça. Mm-hmm. Ça se fait, ça, au jour le jour, à travers les actes, les décisions modestes, souvent inaperçues, puis après ça se codifie. Ça prend des décennies avant que ça se forme. C'est parfois instinctif, des siècles. Tout ça. Ben oui, c'est instinctif. Ouais. C'est pas des choses qu'on programme. Bon. Ce qui veut dire qu'une fois que c'est fait, c'est solide, là. C'est inconscient, on le partage, bon, etc. Ça fait partie de notre inconscient, ça fait partie de notre imaginaire. Alors quand il faut défaire ça, parce que, par exemple, un individu, ben oui, mais moi, mes droits sont bafoués. Dans votre fondement symbolique, vous avez établi que tout le monde était traité de la même façon, que tout le monde avait les mêmes droits. Puis là, je m'aperçois que moi, mes droits sont pas respectés parce que je suis porteur d'une différence culturelle quelconque que vous aimez pas. Ben, entendez-vous, là? Est-ce que c'est le droit qui prévaut ou bien si c'est le particularisme d'être comme ceci, d'être comme vous plutôt que d'être comme un autre? Bon. Alors, on s'aperçoit que la société elle-même est contradictoire. Et que sous prétexte que de traiter tous les individus de la même façon et de leur reconnaître les mêmes droits, en fait, elle ne le fait pas. Alors, dans les cas de demande d'accommodement, c'est fait pour réparer justement des situations où des individus sont privés de leurs droits sous prétexte qu'ils manifestent une différence par rapport aux membres de la nation ou de la collectivité. Et c'est extraordinaire parce que quand on est contre les demandes d'accommodement, ça veut dire qu'on est pour certaines pratiques de discrimination à l'endroit de certains individus, contraires aux règles qu'on s'est données, les règles les plus fondamentales. Au Québec, quand on fait des sondages depuis 10 ans, il y a 2 tiers des Québécois qui sont opposés aux pratiques d'accommodement. Parce que un grand nombre de Québécois voient ça comme des privilèges. Alors qu'en fait, une demande d'accommodement, pour qu'elle soit reçue et examinée, il faut qu'il y ait d'abord une situation de discrimination. Il faut que quelqu'un prouve que parce que je suis de telle ou telle religion, je viens de me faire refuser un emploi, alors que j'avais la compétence pour l'obtenir. Parce que je suis noir, je viens de me faire refuser un logement. Ce genre de choses-là, c'est de la discrimination pure et simple, ça. Si on tolère ça, on se contredit nous-mêmes. Et on se ménage peut-être des mauvaises surprises, parce qu'un jour, ça peut se retourner contre nous aussi. Alors, c'est pour ça qu'il y a des tribunaux, dans ces cas-là, pour rétablir les choses. Mais quand il y a des discriminations, c'est des cas les plus simples. Parce que là, c'est facile. On a nous-mêmes mis les règles dans notre charte. Mais d'autres fois où la discrimination n'est pas aussi évidente. Si quelqu'un a une religion qui l'oblige à faire des choses qu'on juge tellement excentriques, c'est le cas de plusieurs Canadiens qui pensent que la jeune femme qui refuse de dévoiler son visage au moment de la cérémonie d'octroi de la souveraineté trouve que ça, c'est un peu extrémiste. C'est un peu radical. Il y a une forme de radicalisme là, aux yeux de plusieurs Canadiens. On n'aime pas ça, parce que le radicalisme, c'est pas dans nos mœurs, c'est pas dans nos traditions, c'est pas dans nos règles, c'est même pas dans notre droit non plus. On n'aime pas le radicalisme, c'est dans notre culture la plus fondamentale. On n'aime pas les manifestations de radicalisme. Alors quand quelqu'un adhère à une religion ou à une idéologie quelconque, là, ça peut se traduire dans toutes sortes de domaines, qu'il l'amène à faire des demandes qui sortent vraiment, qui vont à l'extrémité de la tolérance d'une société ou de ce à quoi elle est habituée. Là, le problème se pose, que vous avez formulé très bien.
là, il y a un conflit entre l'individu puis les prérogatives de la société, du collectif. Ouais. Ouais. Puis ça, c'est très difficile à arbitrer. Surtout que la Cour suprême reconnaît aussi que les croyances sont pas forcément celles d'un ensemble de groupes. Ça peut être des croyances personnelles. On peut aussi avoir changé de croyance, donc on n'est pas obligé de se conformer à une pratique donnée, à suivre l'opinion des représentants d'une religion donnée. Donc ça veut dire que finalement, on peut être porté par des convictions qui nous sont propres. Oui, bien sûr. Et là, c'est encore plus délicat pour arbitrer. Oui, mais cet le fait équilibre. que des convictions religieuses, par exemple, nous soient particulières, est-ce que c'est une raison pour interdire à un individu de s'y adonner? Est-ce qu'on va obliger que ce soit conforme à celle d'un corpus, d'une doctrine, d'un dogme quelconque? Que Tout serait dépend le des fondement? conséquences qu'elles peuvent avoir. Ah ben là, oui. Mais, donc, que ce soit particulier à un individu ou non, ce qui importe, c'est les conséquences que ça peut avoir sur la vie collective et sur les droits des autres personnes. C'est sûr que si une pratique empiète sur les droits des autres, viole les droits des autres, là, on peut l'interdire. Ouais. On peut l'interdire. Donc ça, c'est... Bon, mais alors, reprenons l'exemple du niqab. Dans le sens que vous suggérez, quelles seraient les conséquences si on permettait au niveau citoyen de cacher leur visage à cette occasion-là? Quel serait l'impact? Quels seraient les dommages que vous subiriez dans vos droits? Comment vous les évalueriez? C'est toute la difficulté, parce que ça va dépendre aussi d'un individu à l'autre. Pour un individu, ce sera très acceptable, et pour un autre, il se sentira un petit peu discriminé, justement, face à cette pratique. Ouais, en fait, dans ce cas-là, c'est pas vraiment de la discrimination. C'est plutôt des valeurs, des coutumes fondamentales qui appartiennent à une société, qui sont pas forcément codifiées comme sous la forme de droit dans une charte, mais qui font que c'est quelque chose qui à quoi on tient beaucoup. Par exemple, vous voulez me serrer la main, je refuse. Bah, c'est pas grave, hein, mais vous allez trouver ça déplaisant. Ça a des conséquences. Oui, vous êtes hypersensible. Là, c'est très superficiel, cet exemple-là. Hein? Mais c'est pas écrit dans un code ou dans une charte qu'il faut serrer la main à quelqu'un qui nous tend la sienne. Mais ça fait partie du vivre ensemble, de finalement tout ce qui fait qu'on vit en société, qu'on forme une communauté ensemble. Ça fait partie du fondement symbolique, comme je l'appelais tout à l'heure. Hein? Tout n'est pas codifié en termes juridiques. Il y a des coutumes qu'on trouve très importantes, mais qui ne font pas l'objet de textes de loi. Par exemple, voir le visage de quelqu'un quand on enseigne. Hein? Un professeur ou une enseignante qui a une relation pédagogique avec des étudiants, nous, dans nos sociétés, on trouve peu acceptable qu'on ne voit pas le visage de l'enseignant. Ouais. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit tout n'est pas codifié, mais en même temps, dans nos sociétés, de plus en plus, tout passe par le droit. C'est le droit qui est appelé à trancher, qui est appelé à se prononcer. Et du coup, comment est-ce qu'on garde ce que vous appelez ces repères symboliques, alors que le droit, à un moment donné, vient y mettre fin? On le voit notamment au Saguenay, auquel vous êtes attaché, avec la fin des prières publiques. C'est le droit qui est venu mettre fin à cette pratique symbolique. Quand on dit que le droit est en train de tout envahir, on exagère un peu. Hein? On veut dire que le droit prend plus de place qu'avant. Mais ce que l'on veut dire plus exactement encore, c'est qu'auparavant, on arrivait assez souvent à régler nos affaires sans aller devant les tribunaux. Et notamment, les parlements, l'Assemblée nationale, les politiciens pouvaient passer des lois pour régler les problèmes, pour dire, bon, on va plutôt faire comme ceci ou comme cela. Maintenant, même les décisions des politiciens peuvent être contestées devant les tribunaux. Alors, les citoyens, évidemment, utilisent les droits qui sont à leur portée et ne se privent pas de le faire. Mais il y a encore pas mal de choses qu'on règle sans aller devant les tribunaux. Hein? Faut l'espérer. Heureusement, parce que là, on deviendrait tous avocats ou juges. Mais en tout cas, ça fait leurs affaires. Mais quand même, c'est un phénomène qui, à mon avis, n'est pas aussi important qu'on le dit, mais qui est quand même extrêmement important, parce que c'est une tendance qui s'est développée beaucoup, la judiciarisation de la vie collective. Ouais. Et les États-Unis sont très avancés là-dedans. Et au Canada, au Québec, on est en train de s'engager sur la même voie. Comme si les juges étaient plus éclairés que les politiciens. C'est pas vrai. La preuve, c'est que, vous voyez, la décision qui vient d'être prise par le tribunal fédéral d'appel, eh bien, elle vient alors que deux instances précédentes ont pris des décisions contradictoires
et celles qui viennent d'être prises en troisième lieu contredit l'une des deux autres. Et là, ça va s'en aller en Cour suprême, qui va certainement contredire aussi alors, les juges aussi. Et puis quand la Cour suprême prend une décision à 5 contre 4, ça n'inspire pas une grande confiance, ça. Hein? 5 contre 4, on se dit, d'un côté ou de l'autre, là, on va tirer à pile ou face. Là. Donc, c'est faux de penser que les juges détiennent la vérité parce qu'ils ont le droit et puis qu'il y a des règles précises. Il y a énormément d'arbitraire là-dedans. Alors, si on écarte le droit, qu'est-ce qui fait qu'en tant que société, on peut créer du vivre ensemble, on peut gérer ce qu'on appelle donc la diversité ethnoculturelle? Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça hors des paramètres juridiques? Moi, je dirais par la bonne volonté des citoyens. La bonne volonté des citoyens, dans le rapport que nous avons fait, Charles Taylor et moi. C'est une chose sur laquelle nous avons beaucoup insisté, que les différences ethnoculturelles devraient être réglées, négociées, sans le recours aux tribunaux, le plus possible. Parce que, quand on va devant les tribunaux, il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Et dans la négociation entre citoyens, on peut éviter ça. On peut arriver à des ententes qui font que les deux sont bien contents de l'entente à laquelle on est arrivé, que les deux se réjouissent d'avoir fait quelque chose de positif ensemble. Ça crée un lien, finalement. Ça crée un lien, ça crée une habitude, une espèce de savoir-faire. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut encourager. À quelque niveau que ce soit, hein, ça peut être au niveau de la vie de quartier, entre voisins, etc. Si on encourageait les citoyens à trouver les moyens de s'entendre eux-mêmes dans un cadre qui n'est pas d'abord conflictuel, comme c'est le cas quand on va devant les tribunaux, ce serait bien préférable. Ça fera un tissu social qui serait plus positif, qui serait plus fort, qui serait plus doux aussi. Hein, les rapports seraient plus doux, les rapports sociaux. Il faut mieux un bon arrangement qu'un mauvais procès, c'est ça, le fameux adage. Voilà. Vous avez toujours la bonne formule, j'aurais dû commencer par ça. Gérard Bouchard, on parlait d'identité. Quel regard vous portez sur ce qu'on appelle l'identité canadienne-française? Est-ce qu'elle existe toujours, selon vous? Il faut le demander aux membres des minorités francophones canadiennes. Au Québec, nous avons décidé collectivement qu'à partir des années 1960, 70, 80, nous nous définirions comme Québécois et non plus comme Canadiens français, pour toutes sortes de raisons qu'on ne va pas repasser, mais on était devenus assez insatisfaits des symboles qui étaient associés à la référence canadienne-française, des symboles de soumission, de docilité, etc., alors que les Québécois, c'est pas comme ça qu'ils voulaient désormais se considérer eux-mêmes et leur avenir. Ils voulaient s'affirmer de façon plus positive, plus ferme. Maintenant, en dehors, évidemment, quand les Québécois ont pris cette décision-là, ils n'ont pas vraiment consulté les autres francophones en dehors du Québec, c'est ce qui a créé les tensions que nous connaissons bien. Alors là, c'est intéressant de se demander comment les francophones, en dehors du Québec, se définissent ou se redéfinissent face à cette décision que les Québécois ont prise. Est-ce que c'est parce que pour les Québécois, le qualificatif de Canadien français, ça les renvoyait à un statut de minoritaire au sein du Canada, alors que le qualificatif de Québécois, c'est majoritaire, en tout cas au Québec? Oui. Le qualificatif de Canadien français renvoyait à tout un tas de symboles qu'on n'aimait pas, là. D'abord, ça renvoyait au fait que les francophones sont minoritaires au Canada, que les Canadiens français du Québec sont tout le temps une minorité au Canada. Puis là, en se définissant comme Québécois, on devenait une majorité au Québec. C'était quelque chose d'extraordinaire, ça, psychologiquement et politiquement et de toutes sortes de manières. Et puis, c'était associé à l'époque coloniale, à l'époque où les francophones du Québec étaient soumis à la règle impériale, étaient des citoyens de seconde zone. En 1960, il y a eu une réaction très vive au Québec quand on a appris qu'on était le groupe ethnoculturel le plus mal payé au Canada, avec les Italiens et les Autochtones. Là, vraiment, là, ça va pas, là. Hein? Bon. Et pour toutes sortes d'autres raisons, il y avait toute une constellation de symboles qui étaient, puis de souvenirs, de mauvais souvenirs, qui étaient associés au fait d'être statut de Canadien français au Québec. On s'est dit, on veut se distancer de ça, puis on repart à neuf, puis on redessine les lignes de la patinoire. Hein? Mais quand même, ça a eu un impact sur les francophones en dehors du Canada, parce qu'eux, qu'est-ce qu'ils deviennent à ce moment-là? Hein? Là, à ce moment-là, ils sont privés
de la possibilité de se définir comme appartenant à une des deux nations du Canada. Donc là, il faut renoncer à l'idée du Canada défini comme un État binational. Hein? Ça ne marche plus si le Québec n'est plus dans le coup. Alors ils deviennent quoi? Ils deviennent un des groupes ethniques de la mosaïque multiculturaliste. C'est quand même un choc aussi pour eux autres, là. Hein? Alors si, ils définissent comme minorité, mais ils logent où exactement, là, constitutionnellement, politiquement, culturellement, etc. Je crois que ce sont des discussions qui sont encore en cours parmi les communautés francophones du Canada, avec un élément nouveau qui est intéressant, c'est que oui, c'est ça. Vous savez, tout à l'heure, quand on disait que l'interculturalisme, ça se pose à l'échelle des communautés, des minorités, mais aussi à l'échelle du Canada, c'est qu'il y a un certain nombre d'immigrants francophones d'Afrique, de Belgique, etc., qui viennent s'établir au Canada, en dehors du Québec, et qui veulent donc se joindre, un certain nombre d'entre eux veulent se joindre à la minorité, à la communauté francophone. Alors, si ces communautés se sont toujours définies comme canadiennes françaises de souche, puis qu'elles ont constitué une mémoire avec des symboles, des commémorations, des racines, etc., est-ce qu'elles vont considérer que ces nouveaux venus sont des vrais francophones? Ce sont vraiment des membres de leur communauté? Est-ce qu'on va les intégrer? Vous voyez, le problème se pose là aussi. Alors, ce qu'on observe, c'est que, je crois, d'après ce que j'ai pu observer, puis ce qu'on me dit, c'est que maintenant, ça se passe plutôt bien. Mais qu'au début, il y a quand même eu quelques résistances. Hein? C'était pas des vrais Canadiens français. Alors, ça a amené les Canadiens français des minorités francophones hors Québec à se définir un peu moins comme Canadiens français et de plus en plus comme francophones, pour élargir le cercle. Hein? Pour qu'un Africain francophone qui vienne ici se sente aussi à l'aise dans ces communautés qu'un descendant de Louis Riel. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte, justement, d'une identité ou d'un certain rattachement à l'histoire? Vous parlez de la mémoire. Hein? Ouais. Il y a un risque de perte, mais il y a un risque de gain aussi. Parce que ces nouveaux francophones arrivent avec leur bagage, avec un apport culturel qui met du dynamisme, qui met de la diversité, et qui contredit pas la souche culturelle qui est en place, mais qui veut l'étendre un peu, qui veut lui insuffler plus de vie. Hein? Bon. Et moi, je pense que ça remet pas en cause la mémoire. Un Belge qui arrive pour s'établir ici et puis qui se met à fréquenter les activités de la communauté francophone, à mon avis, peut trouver intérêt à voir l'histoire de cette communauté et puis à se solidariser avec le destin de cette minorité. Mm-hmm. Et sans dire qu'il en fait pleinement partie, qu'il s'inscrit dans une continuité, qu'il assume lui-même, qu'il s'approprie à sa façon. Les choses se passent comme ça, hein, quand on leur laisse le temps. C'est pas évidemment des phénomènes qui peuvent se réaliser rapidement. Là. C'est pas l'affaire de quelques semaines ou de quelques mois. C'est l'affaire il faut des années pour ça. Mais c'est comme ça que les choses se font. Ouais, vous avez parlé, Gérard Bouchard, de cette importance de la langue avec l'appellation francophone qui finalement, par-delà les différences, va relier tous ces individus. Qu'en est-il maintenant des anglophones qui s'intéressent aux faits français, de ce qu'on appelle les francophiles? Comment est-ce que eux, on arrive à les intégrer à cette communauté, à cette identité, à cette mémoire dont vous avez parlé tout à l'heure? Oui, ça, on m'a parlé exactement d'anglophones, de langue maternelle anglaise, et qui veulent vivre comme des francophones et avec les francophones. Et qui se considèrent parfois francophones aussi. Qui le deviennent, qui finissent par se considérer. Qui n'aiment pas ce terme parfois de francophile. Parfois, ils vivent majoritairement en français, mais leur langue maternelle ne l'est pas. Et ils se sentent parfois exclus de ces communautés. Au début, ils sont francophiles, mais ils veulent devenir plus que ça. Mm-hmm. Ils veulent devenir francophones. Ça, c'est intéressant. Mais là, c'est le cas limite, disons. Hein? On peut considérer que c'est un peu un cas limite. Mais à mon sens, c'est la même dynamique. Ça devrait faire partie de la même dynamique. Et c'est pas parce que quelqu'un a une langue maternelle différente, s'il a la volonté de s'intégrer et qu'il est prêt à partager les traits de cette identité, de cette communauté, à mon sens, il devrait être admis. C'est facile pour moi de le dire, là. Je suis sociologue, mais je ne suis pas sur le terrain. Hein? Mais à mon sens, il devrait être admis comme les autres. Mais on comprend que ça fasse des petites frictions.
On peut comprendre ça. Surtout quand les relations entre francophones et anglophones traditionnellement n'ont pas été très bonnes, et que ça a laissé une mémoire un petit peu, pas agressive, mais aigre-douce, là, c'est sûr que la porte est plus étroite. Hein. Mais moi, je pense que la même logique devrait prévaloir, une logique d'intégration. Vous avez parlé tout à l'heure des difficultés, c'est ça, du Québec. Le Québec qui s'est finalement émancipé de son héritage canadien-français. On voit que souvent, les intérêts sont divergents entre le Québec et les communautés francophones, l'institution minoritaire. On l'a vu encore récemment devant la Cour suprême, où le Québec n'a pas vraiment appuyé, c'est le moins qu'on puisse dire, les communautés francophones, considérant que ça aurait donné des arguments à sa propre minorité anglophone. Comment est-ce qu'on pourrait aller au-delà de ce fossé? Est-ce que c'est possible d'abord d'aller au-delà de ce fossé, de rétablir, de retisser des liens entre francophones hors Québec et, vous voyez, et le Québec? L'épisode auquel vous vous référez illustre toute la difficulté, toute la complexité des rapports, de ce que sont devenus les rapports entre les Québécois francophones et les francophones hors Québec. Tout est là. Et comment s'en sortir, moi, je ne vois pas très bien. Je ne vois pas très, très bien. Parce que ce cas-là, c'est vraiment un bon exemple. Normalement, le Québec aurait appuyé de toutes ses forces les revendications des francophones hors Québec, d'un mouvement naturel, spontanément. Mais il y a les conséquences politiques à un autre niveau. Il y a un prix à payer, là, immédiatement, là, au Québec. D'ailleurs, il y a, depuis quelque temps, au sein de la minorité anglo-québécoise, il y a des vieilles revendications là, qui commencent à se réveiller. Une opposition à la loi 101, etc. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais récemment, là, ça a commencé à grouiller un peu. Alors ça, aussitôt que ça commence à bouger de ce côté-là, là, les Québécois, là, ils sont prudents, là, ils sont très prudents. Et là, la relation était directe, là. La symétrie était parfaite. Tout ce que les francophones gagneraient, on pourrait dire que les Québécois l'auraient perdu, indirectement, si on prend un raccourci, là. En tout cas, il y aurait eu un prix à payer. Alors, comment sortir de ça? Je ne sais pas. Vous me posez une question à laquelle j'ai tout simplement pas de réponse. Et à laquelle, pourtant, vous avez beaucoup réfléchi. Puis surtout, à laquelle je suis extrêmement sensible. Moi, j'aime beaucoup venir parler devant les francophones hors Québec, les Acadiens, ici dans l'Ouest, etc. Parce que, comme Québécois, je ne peux pas ne pas être sensible aux problèmes des minorités. Au Québec, c'est notre réalité quotidienne, avec la différence qu'on est 8 millions, qu'on a un État, on a des institutions très puissantes, on est mieux armés, mais on vit les mêmes problèmes. La mondialisation. Maintenant, les États-nations sont presque tous des petits États-nations à côté de la mondialisation. Regardez la France, l'Italie, l'Espagne s'inquiètent de la mondialisation, manifestent des réactions défensives. On croirait qu'ils sont tous devenus Canadiens-Français. Ils réagissent comme des minorités, en fait. Ils se sentent menacés également. Alors, le Québec fait partie de ces petites nations, comme il y en a maintenant des dizaines et des dizaines au monde, puis pas juste des petites nations de 7 ou 8 millions d'habitants. Il y a des nations de 20, 25 millions qui se sentent également menacées, qui s'inquiètent de leur culture. Alors, fondamentalement, donc, la nature des problèmes est similaire, mais les enjeux ne sont pas similaires, parce que le Québec est quand même mieux armé pour se défendre que les communautés francophones hors Québec. Mais moi, une autre raison pour laquelle j'aime ça venir ici, c'est parce que je trouve que ces communautés sont vivantes, qu'elles veulent survivre, qu'elles n'ont pas elles sont pas victimisées, si vous voulez. Elles ne jouent pas du tout leur affaire sur le mode victimaire. C'est pas passif, c'est pas lamenteux, comme on dit au Québec. C'est très énergique, j'ai du courage là-dedans. Il y a quelque chose d'extrêmement positif et que moi j'admire beaucoup. Quel avenir vous voyez justement pour ces communautés? Moi, si vous me le demandez, et là vraiment ma parole vaut ce qu'elle vaut, parce que je ne suis pas un spécialiste et je vis au Québec. Mais moi, d'après ce que je vois quand je viens parler, là, puis comme hier soir, là, à Edmonton, là, puis après ma causerie... il y a eu une petite fête, là, donc on a fraternisé de toutes les façons.
Je veux dire, là, il y a du dynamique là-dedans, il y a du dynamisme, là. Hein? Il y a de la solidarité, il y a de la joie de vivre, il y a du... on sent que ces gens-là sont heureux d'être francophones. Ils tiennent beaucoup, c'est important pour eux autres. Puis c'est projeté vers l'avenir, là. C'est pas juste de la mémoire, des commémorations, de la nostalgie, puis de l'idée de ressusciter les... Non, ils ont un immense respect pour ça, mais en même temps, c'est investi dans l'avenir. Alors, ça, là, c'est dur à écraser, ça. Tant qu'une volonté comme ça se manifeste et survit, là, c'est dur à écraser, ça. Il y a des vieux groupes ethniques, là, qui ont été maltraités en Europe en particulier, en Europe de l'Est, par exemple, l'Europe du Centre, qui ont été maltraités depuis des siècles et des siècles, qui ont été malmenés de toutes les manières possibles par l'histoire, par des voisins plus puissants qu'eux, qui se faisaient la guerre, qui les écrasaient en passant, qui les annexaient, qui les déchiraient. Ils réussissaient tout le temps presque à se réunir ou à continuer à se rassembler symboliquement, même s'ils étaient divisés par des frontières. C'est fort quand une culture, là, on appelle ça un groupe ethnique, moi j'aime pas le mot ethnique, mais en tout cas quand un groupe ethnoculturel a une volonté de durer, puis de s'affirmer, puis de se développer, c'est dur à étouffer. Alors, en ce sens-là, moi, je pense qu'il va y en avoir encore pour longtemps des francophones en dehors du Québec, là. Et si on regarde maintenant la mondialisation, vous avez parlé de cette influence de la mondialisation sur les États-nations, vous avez bien expliqué à quel point les problèmes sont communs à l'échelle mondiale. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce mouvement? Comment vont résister ces États-nations s'ils arriveront... si tant est qu'ils puissent arriver à exister? Genre, il n'y a pas de question facile à me poser. Je ne vous aurais pas invité. Bon, la mondialisation. Encore une affaire. D'un côté, c'est une bête qui fait peur, hein, parce qu'au Québec, par exemple, la menace de l'anglais, on s'était un peu habitué à lutter contre ça. La menace venait d'Ottawa, du Canada anglais, ça fait 2-3 siècles que ça dure. On avait développé des moyens de défense, bon, etc. Mais là, maintenant, l'anglais... c'est partout. Ça vient de partout et de nulle part. Hein? Quand on voulait protester contre l'anglais du Canada, on allait à Ottawa. On s'adressait à un premier ministre, on faisait pression sur un parti, etc. Mais là, sur quoi on fait pression exactement, là? Hein? C'est un mouvement planétaire. C'est un mouvement planétaire. C'est partout. Et l'anglais, c'est une espèce de bulldozer là, qui est en train de changer toute la planète. Alors, ça a du bon, parce que ça permet à des jeunes de jouer sur un terrain qui est beaucoup plus étendu, avec des perspectives inouïes d'affirmation, de développement, etc. Hein? Des jeunes qui veulent faire carrière, qui veulent, même sur place, qui veulent profiter de la mondialisation à fond, parce que la mondialisation a un côté extrêmement positif. Alors, à ce sens-là, il faut l'encourager. Il faut encourager les jeunes aussi à s'investir là-dedans, puis ne pas tourner le dos à ça. Bon, une fois qu'on a fait ça, on regarde de l'autre côté et on dit « Oh, attention, là, qu'est-ce que ça veut dire, ça, là? Est-ce que ça veut dire que les jeunes les plus talentueux vont émigrer? » L'exode des cerveaux. Est-ce que ça veut dire que les jeunes vont s'investir tellement dans la mondialisation qu'ils vont en oublier les enjeux des sociétés locales? Alors j'entends pour là les États-nations, les nations au Québec par exemple, parce que ça veut dire que les jeunes vont se désintéresser de la lutte nationale au Québec, de la lutte pour la survie et le développement de cette culture qui est là, parce que ça leur paraît trop petit, ça paraît provincial, une cour arrière, c'est pas là qu'on veut jouer. Là, c'est moins plaisant un peu, la mondialisation. Hein? Pour l'instant, on en est là. Moi, je pense que, alors, c'est là que faut essayer de voir un petit peu plus loin que ça, même si c'est pas facile. Par exemple, pour l'anglais. Moi, je pense que ce que les sociétés comme les nôtres vont développer peu à peu, et je pense au Québec en particulier, c'est d'abord le bilinguisme. On n'a pas le choix. Ça, c'est certain. Bilinguisme français-anglais, là, ça va devenir la règle. Là. Pas demain matin, là, mais d'ici 20 ans, 30 ans, etc. Et probablement que nos sociétés, nos cultures vont développer une manière de faire en sorte que quelqu'un qui parle anglais ne se détache pas forcément de l'importance du français. Et qu'on pratique ça selon sur des modes différents, avec des statuts différents. Que l'anglais, c'est la langue utilitaire, mais que le français, c'est une langue identitaire. Hein? Qu'il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Parce que les cultures ne veulent pas disparaître.
Les cultures réagissent devant la mondialisation. On voit renaître des vieux nationalismes qu'on croyait éteints. Hein? Les cultures, ça, c'est comme une bête vivante, là. Ça ne veut pas disparaître. C'est structuré pour survivre. Alors, il faut miser un peu là-dessus aussi. Et puis, même si ça se trouve devant des horizons qui paraissent bloqués, ils finissent toujours par trouver des ouvertures, par pratiquer des ouvertures là-dedans pour survivre d'une manière ou d'une autre. Moi, c'est ma façon de voir les choses. C'est très imprécis, là, mais c'est difficile d'être plus précis actuellement, là, parce qu'on ne voit pas bien ce qui est en train de se passer. C'est tentaculaire, ça prend toutes sortes de formes, toutes sortes de rythmes, ça a toutes sortes de retombées qu'on ne voit pas bien, qu'on découvre peu à peu. Donc, c'est seulement avec les décennies qu'on va y voir plus clair. Mais moi, je pense que les cultures vont se réaménager de toutes sortes de façons comme elles l'ont toujours fait. La nation, par exemple, n'a pas cessé de se métamorphoser depuis 2 siècles, depuis qu'elle est née. Elle n'a pas cessé de changer puis de s'adapter. On en est moins conscient. On pense qu'il y a une continuité, puis que c'est stable, c'est comme une basilique, une cathédrale, on est là-dedans. Non, la cathédrale, elle change tout le temps. Alors, c'est nous qui créons le sentiment de la continuité. Parce qu'une culture n'aime pas les ruptures. On n'aime pas les ruptures. C'est une source d'insécurité, etc. L'imaginaire n'aime pas ça. Donc, l'imaginaire fabrique de la continuité. Même si l'histoire fabrique des ruptures et des changements constants. Ouais, en gros, c'est ça. Finalement, je ne suis pas aussi pessimiste que je le pense. Non, je trouve pas. Et puis en vous écoutant décrire cet avenir des sociétés confrontées à la mondialisation, je pensais aussi que c'était une bonne description de la réalité très présente de nos sociétés francophones en contexte minoritaire, avec à la fois ce bilinguisme et cette vitalité culturelle. Alors peut-être que c'est un atout majeur que peuvent avoir nos communautés dans ce contexte mouvant. Vous voyez, l'exemple dont on parlait tout à l'heure, là, les nouveaux francophones qui s'ajoutent aux communautés, et les communautés qui les acceptent maintenant et qui les intègrent très très volontiers, voilà, il y a une formule de redéfinition, d'adaptation pour surmonter un obstacle. Hein? Puis le surmonter, très bien, sauf qu'il faut admettre des changements. Désormais, ces minorités vont de moins en moins pouvoir se dire canadiennes-françaises et vont se dire francophones. Donc voilà, l'avenir esquissé par Gérard Bouchard. Merci infiniment. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes sociologue, historien, professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Vous avez publié un grand nombre d'ouvrages. Les derniers, c'est l'interculturalisme, un point de vue québécois. D'ailleurs, vous avez obtenu un prix pour cet ouvrage. Et celui qui est sorti l'année dernière, c'était Mythes sociaux et imaginaires collectifs. Ouais. Mais encore une fois, la prochaine fois, trouvez-vous des questions plus faciles un peu. Je vais essayer. Je ferai des efforts. Merci. Merci.